Bienvenue dans Life Stories, un Life Stories extraordinaire aujourd'hui parce que pour la première fois depuis le début de cette aventure, on a deux invités exceptionnels, deux artistes qui nous font danser depuis une vingtaine d'années. Leur musique a dépassé les frontières africaines partout à travers le monde. Les gens chantent et dansent au son de ce groupe-là, un groupe exceptionnel. C'est aujourd'hui dans Life Stories sur la DTV. Ça va? Massa? Massa Lenchona? Hein? Bienvenue. Merci d'être là today dans Life Story. Sauf que moi, j'ai pas mon chapeau. On va faire comment? Il est où le tradition? Les mousseaux quoi. Les mousseaux. Voilà. Je prends celui-là. Ça fait 20 ans que vous nous régalez. Ça fait 20 ans qu'on chante avec vous, qu'on danse avec vous. On va reparler de ces 20 ans, tout ce qui s'est passé. Et ce qui reste, les 20 ans à venir, Inch'Allah. Yep, Inch'Allah. Tout de suite dans Life Stories. D'ailleurs justement j'avais un livre à acheter. Ah bon? Sérieux? Ça sera l'occasion. Lequel? Dans le domaine de Bakar Boris Diop. Ah, Tcheitoum Wolof. La traduction, en Wolof. la version traduite de... Une fille anglaise. Téléphone, tout aime. Tout n'est pas ça, ni dit à l'épée petit. Tout aime, non. Demi-tour, tu autoroute, tout aime. Paye pour le team, rawante, auto, ni jeki, tout aime. Yéjiko, relax, on fait pour vous. Alors là, ça, ni pépite là. Et pourquoi? Pépite là. Pourquoi vous avez tenu à ce qu'on vienne à la librairie Athéna? C'est quoi l'histoire de ta famille et la librairie Athéna? Comme on dit. Hein, tu étais venu acheter tes livres. Voilà. Et tu avais vraiment envie qu'on t'accompagne et qu'on t'escorte. Ouais, exactement. Là, ça fait des mois que tu le cherches. J'ai cherché ça et... C'est vrai que Boubacar Boris Diop a fait une chose extraordinaire en traduisant ces classiques. Parce que c'est vraiment des classiques de la littérature africaine. Je pense que tout le monde a lu une si longue lettre de Mariam Abba. Maintenant la version Wolof, on te laisse tester et après tu nous diras. Je vais tester et puis bon, c'est quand même une belle chose. Hein. Oui. Bon, c'est récemment que j'ai commencé à me mettre sur de commencer à lire. En Wolof? En Wolof, c'est récemment, hein, je le dis, c'est récemment. Parce que et pourtant les gens pensent que tu lis le Wolof depuis que tu es né. Parce que tellement ton Wolof est parfait. Je me suis rendu compte que aussi, par exemple, quand on écrit, on fait des fautes. Effectivement, on écrit mal le Wolof. On fait des fautes et en fait, même moi, mais attends, il faut faire attention parce que si tu en français, tu faute, c'est vrai. Si Wolof, personne ne dit rien parce que nous ne pouvons pas. Même les mots sont déformés. Vraiment déformés. Oui. Quoi. Tu vois, donc on a du travail. On a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de questions à relever, notamment du Wolof. Oui. Oui. Tu vois, il y a beaucoup de trucs à soulever. Donc, effectivement. Là, on est des illettrés hein, quand il s'agit du Wolof. Du Wolof, tout à fait. Alors que c'est notre langue. Par exemple, là, je découvre, par exemple, sous nos écoles. École. E2K, 2O, L. Alors que nous, en l'écrivant, on aurait mis le sunu comme ça, S-U-N-U, mais on aurait mis école en version française.
F-A-2-T-A-L-I-K-E. Ñu bëri fii fàttali. Oui. Voyable. Effectivement. Mais même là, il y a quelque chose de surprenant, c'est que quand tu es femme, tu vois une des femmes. Donc c'est deux N bini la crochu. Ouais, N crochu là. Donc vous n'avez une bini F-A-N-G, alors que c'est F A tréma et deux N crochu. Deux N crochu. Voilà. Wow. Le Wolof. Une belle langue, assez difficile, mais une belle langue quand même. Wow. Tu liras et tu nous diras. Fada, est-ce que c'est aussi une façon de dire aux gens qu'on ne cessera jamais d'apprendre? Vous êtes là, peut-être que certaines personnes pensent que vous ne lisez même plus, vous prenez le temps d'acheter vos livres et je sais que vous les lisez. Est-ce que c'est aussi une façon de dire aux étudiants, aux élèves, continuez à apprendre, on ne cesse jamais d'apprendre? L'apprentissage doit être éternel parce que je pense qu'on est, comme on dit en Wolof, donc je pense que éternellement on devient des élèves, on devient des étudiants parce que plus on avance dans la vie, et je pense que plus on a besoin d'acquérir de la connaissance et aussi de pouvoir aussi comprendre un peu la vie, comprendre comment c'est. Parce qu'on reçoit tellement d'informations. Il y a la télévision, il y a Internet, et il faut faire le tri. Pour pouvoir faire le tri, il faut avoir un niveau intellectuel. Maintenant, comme on dit, la connaissance ne se limite pas seulement dans les livres aussi. Mais c'est important c'est important de lire, surtout pour les jeunes, parce que je pense que c'est une connaissance qui est directe et qui permet aussi d'avoir du recul. Tu vois, parce qu'on va à l'école. On apprend dans la rue, etc. Mais en lisant, on imprime un peu plus, on imprime un peu mieux et ça permet d'avoir du retour. Et c'est excellent pour l'autographe aussi. Quand on voit les SMS maintenant que les gens s'envoient, avec les fautes qu'il y a, c'est parce que peut-être que les gens ne lisent plus assez, alors que dans les livres, tu arrives à lire les mots. Et quand, en tout cas, nous, quand on lisait à l'époque à l'école, quand il y avait un mot que tu ne comprenais pas, tout de suite tu ouvrais le dictionnaire et tu avais le vrai sens du mot. Donc non seulement tu apprenais l'orthographe à écrire le mot, mais aussi la définition. Et même pour les artistes aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui se confinent à juste chanter. Et ce qui fait que de plus en plus, il n'y a pas de contenu dans les textes, que ce soit dans le ballad ou dans le rap. C'est que parfois les gens ils lisent pas, les gens ils n'ont pas le temps gusto. Et puis ça fait que le vocabulaire devient de plus en plus pauvre parce qu'on n'a pas les mots ni les histoires pour argumenter un peu, pour un peu donner de contenu, quoi. Et donc malheureusement aujourd'hui les gens ils se réfèrent aux images, il y a une selfie, il y a un Snapchat. Tu vois, donc c'est la culture de l'ego et on oublie justement qu'il faudra s'enrichir. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle nous on essaie souvent, avec l'Album Foundation, de pousser un peu, de recentrer l'être humain au cœur du débat, parce qu'on crée des choses, mais on oublie l'essentiel qui est la fondation humaine. Donc, tout à fait. C'est important. C'est vrai qu'avec les SMS et tout ça, c'est quand même dingue. Fou. La manière d'écrire et tout. C'est fou. Et tout ça, on tombe dans le panneau. Effectivement, tout à fait. Parce que parfois, le nom du tout. Exactement. Non, N-O-M. Exactement. Tu vois, tu réfléchis. Pour dire tu vois. Tout à fait. Donc, retournez dans les librairies, achetez des livres et lisez. C'est très important. C'est la Exactement. Référence. Exactement. La suite de l'aventure, un endroit dans Dakar, un endroit très symbolique de Dakar, parce qu'il y a un train qui quittait cet endroit-là et qui faisait le tour de l'Afrique, pas seulement du Sénégal, de l'Afrique. On va y aller. D'accord. Alright, on va à la gare de Dakar.
budul sëriñam ba nga xame ne jàngo animé dëndëng ay alliwe amoo li jaasa yaa ngi soog a door bëgg wante ponkalu docteur ko opéré mbakkanam jaare fa faar bi déclaré ko mort ñaata bi def na nara lor kañ nga nara far gëm naa ne dina dar sa boor boy ñaata bi def na nara mooy yëg ma dafa yombul te bu ñu xamul tuus adon jenya jenya fribalite faya yeju adon jenya jenya fribalite faya yeju Van gan kan ki di doomu Adama bérébu aljanna bombi àjjina bum gi dog na ruuxu dugg na jëmm fudd na taw su fekk na mindeef judd na gën ci àdduna wala bon ci àdduna xet ci xéewal. C'est quoi l'histoire de Daradji et la gare de Dakar? C'est un lieu chargé d'histoire, c'est aussi le premier départ de la première tournée de Daradji. Maanaam bu ñu njëkk a génn Dakar. Ouais. dem ci beneen réew. C'était là. fii lañ démarré fii lañ njëkkee génn. Ouais. Donc c'était par l'intermédiaire de Diop. Ouais. D'ailleurs j'en profite pour le saluer. Ouais. Parce qu'il nous a beaucoup soutenu et donc Il le fait toujours. Hein. Ouais. voilà. Ouais. Et donc il nous avait permis de voyager, d'aller. La première sortie de Daradji c'était au Mali, à Bamako. Hey, Bamako. Voilà, donc on avait fait le voyage pendant 3 jours. Ouais. Donc, Je pense qu'on quittait le vendredi soir et on arrivait le dimanche nuit ou le lundi matin. C'était ça le truc. Ouais, c'était ça, voilà. Waouh. C'était 2 jours et demi, presque 3 jours. Ouais, hein. ouais. Donc c'est un lieu chargé d'histoire et donc voilà, tout le monde le sait, c'est un endroit aussi très cosmopolite. Tout à fait. Avec, Tout à fait. tu vois, on retrouvait la famille malienne, les gens du Niger, Tout à fait. tu vois, Ouais. beaucoup Un d'Africains. melting pot. Un melting Ouais. pot, tu vois, et puis, man xawma lan la, j'ai des souvenirs de parfums en fait. Oui, les De la effluves gare. de parfum, oui. Et des parfums Oui. de, je sais Qui pas... revenaient du Mali, qui revenaient du Exact, Niger. oui. Exactement. Voilà, c'est ça. Tout c'est à ça. fait. Donc voilà, Tout à fait. c'est cette connexion-là qu'on a avec ce lieu-là. Et comme tu dis, c'était un carrefour parce que les gens se retrouvaient là pour faire leur business. C'était vraiment un commerce qui se passait au niveau de la gare entre les gens qui venaient du Niger, ceux qui venaient du Mali, les Sénégalais aussi qui s'apprêtaient à embarquer, qui se retrouvaient là et qui arrivaient à échanger, à écouler leurs marchandises. Oui, c'est le commerce interafricain et puis c'est aussi voir tout le melting pot que les Soussous, les Balenké. Moi, je me rappelle que dans le train, j'entendais différentes langues. Damay dégg Alpulaar, damay dégg Wolof, j'entendais le Bamana. Ceux qui approchaient disaient, nous vendaient de l'eau. Vercaille, Djissoumabé, ou bien avec la mangue, Mangorobéa. Moi, je me rappelle de ça. Oui. Et c'est ça aussi l'Afrique. C'est le fait d'être, de pouvoir rencontrer aussi tout ce qui composait avant l'Empire mandingue. Donc qui s'attendait du Mali, Djar, Guinée, même le Burkina Faso. Donc pour nous, cet endroit est symbolique parce qu'il y a encore moyen de retrouver l'Empire mandingue. Si on essaie un peu d'ouvrir et d'explorer au maximum, d'exploiter au maximum tout ce potentiel ferroviaire dont nous disposons encore. Donc, cet endroit reste vraiment la première porte de sortie, sur l'international. Ouais. Bon, Mali pour moi c'est l'international. Effectivement, hein, tout à parce fait. que c'est là qu'on a vraiment commencé à rêver du fait qu'on pouvait faire une musique hors de nos frontières. S'exporter. Oui, effectivement, et que hors de nos frontières, les gens écoutaient notre musique, même s'ils ne comprenaient pas tout. Et puis le Sidémou Mali bi daan jaar. Le Sidémou Mali. yaa ngi fàttaliku boobu. Sidémou Mali. Mais moi je me rappelle quand j'étais petit. Que ñun dañ daan ñëw fii on venait ici parce que dañ doon am ay jamono yi da ngay xam nga dank bi moom la ñuy defaree yenn façon cuuraay yi quoi. donc xooxu dank bi. donc dañ doon jël dank yi lekk ko pare après ñu toj dank yi ñëw fi weccoo ko ci maire yi nekk fee mbuus fukki dërëm. J'étais en train de faire du business mais quand j'étais enfant. Et puis il y a le gardien qui est là-bas. am na garabu mango, il y a un garabu mango là-bas. Moi je me rappelle avoir reçu des coups de cravache là-bas parce que moi et mes potes on était allés voler des mangues là-bas. Tu vois, et puis quand le gardien est venu, il dit ouais, dans le gardien, tout le monde est descendu, ils m'ont laissé là-haut. Je suis dit, je
Tu sais, après j'ai sauté. J'ai sauté, le gardien, bon, je n'avais rien ressenti. Oui. Bon, maa ngi woon ak mango yi. Ma daw ba nga xamante ne ma ne sama xel rëcc naa rek ma dégg sama ginnaaw. Tu vois là, la cravache là. J'espère que tu n'as pas laissé les mangues sur place. Ah maa ngi wax fàttaliku ko sax ndax yor naa mango après quoi. Mais daal ba bu may tëb moom maa ngi woon ak mango yi. Mais je me rappelle de ça. Donc de beaux souvenirs de cette gare de Dakar, en espérant qu'elle va être réhabilitée. Ah ouais, de très beaux souvenirs. En tout cas, en attendant, il y a des artistes qui résistent et qui font partie de cette résistance-là parce qu'il y a des choses qui s'organisent. Il y a eu la dernière biennale, je pense. Oui. Ils ont fait des activités ici. Oui. Il y a une artiste aussi, une amie à nous, c'est les Rabi, avec ça, ils font des animations extraordinaires, aussi. exactement. Il y a eu le Grand Cherlot, un premier anniversaire célébré, 40 ans de musique, c'était ici. Félicitations à lui, et voilà, je pense qu'il fait un travail colossal. Moi, je suis fan Oui. et il représente dignement le Sénégal hors de nos frontières. Exactement. Il y a souvent beaucoup de festivals où je vais, le festival de Crozon et d'autres festivals, où je vois encore Cherlo à l'affiche et ça me réconforte en tant que Sénégalais à voir qu'il y a des vrais représentants de la culture. Le signal est envoyé, donc voilà. On réhabilite les autorités, la gare. Voilà, c'est un message de Daradi Family. Voilà. Je pense qu'on ne vous apprend rien. Je pense que c'est quand même primordial de conserver notre histoire, c'est un patrimoine, mais en même temps aussi réhabilité pour que le commerce reprenne entre Africains. Voilà, le signal est envoyé. Daradi Family. Sénégal, Domboy, dem way fulay ñibbisi jàmba daawul doole la doon wuti yàgg naa bitim réew ñibbisi naa. Yaa ngi lekk de, yaa ngi lekk. Ndaama raas. Sénégal a ngi de boo ko soree dootoo bëgg lu dul ñibbi si de boo fi ñëwee joxe mbokk ne la kaay ñu gisee am na loo indi tey daal ne yenn yi c'est. Alors là, on est au niveau du phare des Mamelles. Il y a quelques années de ça, way back. Way back. Il y a un clip qui a été tourné ici. Ouais, un clip qui a marqué les esprits, un clip aussi qui fait penser à Feu Didier Maktar, bien sûr, parce que voilà, et ça a été tourné ici, c'est le clip Loxo ca Kaw. Yëkkati loxo ca kaw de, c'est dama kaddu ba caw de, jóg te bañ a toog de, jóg te ba mu tele, nang ma ci tele tewe jàpp jibiri jàpp, juboo jibiri jàpp jóg de, et ça rappelle surtout les anciens de Kennedy, de La Force, am na ñuy toog di xool xam nañ. Exactement. À chacun son rôle. Mon nom c'est Vanavedi et je veux de la soul. Levez les mains, allez repriez en bas de santé. Les ceci n'ont pas de chance ou du Dubaï. Now when you bounce it, you get somebody fatally, somebody reality. Robert reality, bam to what, on to what, in the what, and now we don't stop. Blame what égalité, blame what in the politique. La di dade, jaxan faxe, ñongi dade. Yëkkati loxo ca kaw, sama jamono fal na kaw. Loolu la yeyo, xiro nga yo jaru kaw. Ndaw ji wote na dama ne gagné wuñu kaw. L'émission Oscar des vacances, C'est là-bas où on l'avait joué en premier avec Aziz. Donc voilà, on revient sur l'endroit. Moi perso, ça me renvoie à Didier Maktar. Oui, pareil pour moi. C'est ce clip-là, effectivement, ça renvoie à Didier Maktar. Mais bon, c'est un endroit magnifique quand même parce qu'on a une vue sur Dakar. Ouais, on a une vue drone quoi. Exactement. Voilà, vue drone. Et à l'époque, pourquoi vous aviez choisi cet endroit-là pour tourner Loxo ca Kaw? Je pense qu'on avait souvent, quand on tourne les vidéos, on prend le maximum de contenu. Et si je me rappelle bien, on avait pris des images avec un réalisateur, un cadreur qui s'appelait Eric Nikwe. Donc, si ma mémoire est bonne, donc on avait effectivement pris des plans. Tu vois, comme aussi ça symbolisait aussi un peu le haut. Tu vois, parce que donc voilà, ça devrait rejoindre un peu le concept de Loxo ca Kaw. Tu vois, donc on avait pris des plans ici,
Il y en avait aussi l'île des serpents. Des serpents, oui, des serpents. l'île aux serpents, oui. Voilà, donc Oui. voilà, c'était ça un peu le but. Je me rappelle qu'il y avait aussi un des gars qui m'a personnellement connecté vraiment avec la Jamaïque et la musique reggae. Il s'appelait King Kiwani Uhuru, il traînait avec les Lost Boys. Ok. Lui aussi, il a été assassiné Oui. à son retour aux États-Unis. Donc, en plus, Selassie. DJ Maktar, ça me rappelle, on l'appelait Selassie. Oui. Et son vrai nom, c'était King Kiwani Selassie Uhuru. C'était quelqu'un qui venait de la Jamaïque et qui nous a aussi bien branchés dans la musique. Oui. Oui. Donc de beaux souvenirs. Il était là aussi, il était dans le clip. Wow. Nice. Ouais, et puis dans le clip, il y a quelques, des amis, Oui. notamment des gens qui étaient proches du groupe même, quoi. Tout à fait. Tu vois, voilà, c'était des moments fun, voilà quoi, de beaux moments et voilà, ça reste Un beau souvenir. un beau souvenir et un clip qui a marqué l'histoire, quoi. Parce que à chaque fois que les gens entendent le morceau, tout le monde pense à DJ Maktar. fait, Parce tout qu'on à avait fait. on avait refait une intro Tout à fait. où il y avait DJ Maktar qui Tout était à sur les fait. platines. Sur les platines, En always. train de rouler les Voilà. platines, Wheels of c'est ça. Steel. Exactement. De beaux souvenirs. Eh oui. Comme on dit, yal nako yalla yeureum. Amin, amin, ya Rabbi. On continue l'aventure parce on qu'il continue y a un l'aventure. endroit là, il paraît Fada adore aller manger là-bas. Avec Ouais, plaisir. et moi c'est les cafés surtout, Poisson. les cafés d'Afrique. Alors Il y a- que lui c'est les beignets. Moi, c'est les beignets. Moi, c'est les beignets, quoi. Les beignets des grands-mères, là. Pauvre le dieu. 24. Relax a party, Darity, y'all fit on my soul. Lade dade, relax a party, Darity, y'all fit on my soul. Lade dade, relax a party, Darity, y'all fit on my soul. Lade dade, relax a party. Alors on est là au Layou. Donc c'est quoi l'histoire de Daradi Family et du Layoubi? L'histoire de Daradi Family et du Layoubi, c'est une histoire d'amitié, mais aussi on est connecté. Parce que le Layoubi, quand on voit les produits un peu du Layoubi, c'est des produits du pays, ou bien des produits africains en général. Donc c'est vrai que de temps en temps, on y vient pour acheter des livres, acheter du beignet. Les fameux beignets de Les Mamboy. fameux beignets de Mamboy. Mais aussi du café qui vient d'Afrique en fait. Oui. Donc voilà quoi, c'est Un endroit africain. Voilà, donc c'est comme si vous écoutiez en fait le titre Bayon. Oui, oui. C'est ce qui symbolise un peu le Layoubi. Tout quoi. à Et fait. Layou, tout le monde le sait, Exactement. le Layou de Mam. Exactement. C'est Exactement. très symbolique. Très symbolique. C'est comme ça me rappelle aussi le tamé quand on était petit. Oui. Tu vois, le Layou, le tamé. Comment ça s'appelait encore le nda, Ouais. le potunda, tu vois, tout ça c'est des choses qui nous parlent en fait. Oui. Moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup pour écrire aussi. Pas plus tard que 2 jours, j'étais assis juste derrière avec mon ordinateur. Donc, le dernier son que j'ai produit, je l'ai fait juste derrière. Donc, il m'arrive de trouver l'inspiration ici. Et c'est un endroit aussi où je rencontre pas mal d'artistes, comme Aïda Sok et tant d'autres. Donc, voilà, j'aime bien j'ai l'impression qu'il y a une sorte de communion, d'endroits destinés au brainstorming et à la rencontre de ceux qui sont dans la créativité. Donc, je suis très attiré par cet endroit. Par cet endroit. Je pense que l'aventure a démarré dans les cieux, on va dire. Les esprits se sont croisés dans les cieux il y a peut-être 100 ans de ça, peut-être 200 ans de ça. Mais en 1993, au cours de freestyle au Métropolis, Oui. vous décidez de vous dire, écoute, nos esprits se sont croisés à 100 ans de ça, on est sur Terre, on se met ensemble et on fait de belles choses. L'aventure démarre comme ça. Oui, ça démarre comme ça, mais il y a eu peut-être un passage, ça a été dans le quartier de Koloban.
Et comme moi aussi, j'allais dans une école derrière la grande mosquée, ex-Clémenceau, au lycée Ahmed Sy Malik. Je le croisais en fait, on se croisait. Lui, il partait à Mame Thierno Birahim Mbacké. Donc, à mi-chemin, on se rencontrait tout le temps. Et on s'était déjà... On se reconnaissait. Et par la suite, il venait rendre visite à un pote à moi qui était... on était dans le même pâté de maison, Biba. Et donc, voilà, quoi, la connexion s'est faite. Mais ça a d'abord débuté par la danse, cette passion-là de la danse et cette passion de la musique aussi, parce qu'il écoutait, il avait un Walkman, je me rappelle, ouais. Quand je l'ai vu, il avait un Walkman, je ne me rappelle plus de la marque, mais bon, en ce temps-là, c'était les Walkman qui prenaient les cassettes et les CD aussi. Donc, il écoutait des sons que, voilà, quoi, que moi-même, je cherchais aussi. Oui. Et par la suite aussi, on a eu à fréquenter une maison qui était derrière le cinéma Luxe. Oui. De Colobane. Donc c'était un parent à lui, donc on fréquentait ce lieu-là aussi. Donc voilà, tout s'est mis en place. Après, on a été affecté à Delafosse ensemble. Oui. Et on a commencé les freestyles là-bas au terrain de basket de Delafosse, avant même de faire la scène, quoi. Ouais. En 1995, l'Afrique n'avait pas encore sa place sur la carte géographique du hip-hop. Et je pense que c'était peut-être à une période où il était un peu temps d'y remédier. Il y avait juste Positive Black Soul. Et en 1995, sur toutes les stations radio qu'on tournait, on entendait Bismillah, la, la. Tout le monde était en train de se dire mais c'est qui ce groupe-là? C'est quoi ce phénomène nouveau-là? On est en 1995, l'album d'Araji qui sort. Bah, c'est une époque très très importante parce que l'ouverture de, en fait, la conséquence de cette année, c'est l'ouverture sur notre carrière internationale. Je me rappelle que nous on le faisait aussi parce que c'était un moyen d'exister. Et c'était à l'époque où le mouvement hip-hop était un mouvement qui était un peu la maison d'accueil des marginaux. Parce que quand le hip-hop a commencé, les rappeurs étaient jugés comme les fous de la société, les imitateurs d'une autre culture. Et il fallait donc revaloriser cette musique avec du Wolof, avec la culture africaine, pour être accepté et pour montrer aussi à nos parents et à la société qu'on n'était pas en train de dévier, mais qu'on trouvait plutôt le moyen de nous exprimer et d'orienter une jeunesse vers sa passion aussi, quoi. Et juste après cette année, ce qui est arrivé, c'est que on était en train de jouer le morceau d'Araji et on faisait le tour des écoles. On était au lycée Maurice Delafosse et un représentant de maison de disques est venu et nous a repérés. Et il nous a dit bah, je reviendrai, mais quand je reviendrai, ce sera avec un contrat. Et c'était là où on a fait vraiment notre choix, à savoir si on continuait les études ou si on allait être dans une plus grande école qui est l'école de la vie. À travers les voyages, à travers les tournées. Et il s'appelait Richard Soudana. Donc il est venu, peu de temps après, il est venu avec un contrat d'une maison de disques qui s'appelait Déclic Communication, qui est racheté maintenant apparemment par Sony Music. Et c'était le début, on est parti en tournée. Et c'était la folie parce qu'on n'avait jamais vu autant de lumière sur scène, et on est revenu et on nous avait accueillis comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Et il y avait des voitures partout à l'aéroport. Ça klaxonnait. Alors qu'on était juste allé faire une date en Europe. Mais le public nous avait montré que oui, effectivement, c'est une fierté de voir que notre groupe national va sur l'international pour un peu conquérir les territoires. Et depuis, voilà, on s'est un peu réorienté
sur l'international. Tout à fait. Donc l'album sort en 1995 et avec Déclic, en 1997, il réédite ça et ça sort sous forme de CD. Et comme tu disais, après une date en Europe, vous revenez, on vous accueille comme si vous aviez gagné la Coupe du Monde. Est-ce qu'à cette époque-là, vous aviez conscience que vous veniez de porter le flambeau de toute une nation et que vous n'aviez plus le droit à l'erreur? Est-ce qu'à cette époque-là, déjà, vous en étiez conscient? Je crois qu'on était à mi-chemin parce que c'est vrai qu'en faisant les scènes et tout, on s'est rendu compte un peu de l'engouement que les gens avaient. Je me rappelle aussi quand tu parles de Richard Soudana, on s'est retrouvés un matin, quand l'album est sorti, on a vu des affiches. Et les premiers édits des sons qui étaient en fait sortis sur le CD international, nous-mêmes on les a entendus à la radio parce que le producteur il est venu, il a fait des affiches et c'était marqué numéro 1 du hip-hop africain. C'était affiché partout à Sandaga, dans quelques coins de Dakar et tout. Et on était toujours dans cette passion-là, parce que c'était pas juste, voilà, on représentait l'Afrique ou etc. On était dans cette passion-là de la musique. Voilà. On était encore jeunes, tu vois, et naïf. Voilà, et naïf, et c'est vrai que, voilà, on était, peut-être c'est quelques années après qu'on s'est vraiment rendu compte de l'enjeu qu'il y avait, parce qu'il y avait un message à faire passer, un message africain, et donc voilà, quoi, c'est venu après. Mais au début, on était encore vraiment dans cette passion. 1998, le deuxième album, Halima, c'était un album rap aux sonorités africaines traditionnelles. Mais une chanson retient l'attention. Le monde est une école, j'apprendrai ce qu'est la vie, j'apprendrai ce qu'est le bien, j'apprendrai ce qu'est le mal. Affronter mon destin, je dois prendre les choses en main. Le souvenir c'est vivre le passé, j'ai tout effacé. C'était ta vie à toi? C'était une façon de dire aussi aux autres qu'on a à peu près la même vie, parce qu'on a tous des hauts et des bas, et qu'il faut savoir se relever quand on tombe? Bah effectivement, ce morceau-là, il n'était pas dessiné à l'album, c'est le dernier morceau de l'album. On était en train d'enregistrer au studio d'Elhadj Ndiaye. Ouais, studio 2000. PCS. Et puis l'album était en train d'être bouclé. Et après, je disais, j'ai une chanson et je la chante souvent. Et dès que je l'ai chantée aux côtés d'Abi Faye, il a fait non, on va mettre ça dedans. Et Abi Faye est venu jouer les guitares. Abi Faye de Youssou N'Dour, qui joue avec Youssou N'Dour. Et il avait exactement les accords qu'il fallait, des accords diminués, des accords en septième et tout ça, que je ne connaissais pas à l'époque. Je savais juste que c'était une formule de jazz qu'on appelle un peu le 4-4. Et je n'avais pas vraiment réalisé. Et quand il a joué, je dis waouh, en fait, je viens de réaliser que je dois apprendre quelque chose. Et c'était une connexion à l'instrument. Et ceci m'a emmené à poser plein de questions à Abi Faye pour lui demander quand tu fais des beaux accords, c'était des accords 9e, 13e et tout ça, ça se passe comment? Je le voyais jouer. Et je me suis dit, ok, je vais aller prendre une guitare et je vais aller chercher tous ces accords-là. Et c'était la connexion, c'était le début de... Parce qu'avant, je disais les notes, quand on composait, je disais, ah, j'entends cette note-là, que tu l'as. Avec Jay-Z. Avec Jay-Z. Et après, et même Daniel Gomez. Et après, voilà, ça a fait qu'on s'est investi à apprendre à jouer les instruments et aussi à connaître les notes qu'on jouait, les accords. Voilà. Wow. Le troisième album, Boomerang, 2003, connaîtra un succès mondial extraordinaire. Extraordinaire. D'ailleurs, vous obtenez le prestigieux BBC World Award du meilleur album africain. Il y avait une cérémonie à Londres en 2004 où il y avait même la présence de Feu Césaria Evora. Cet album-là, est-ce que c'était pour vous, avec ce prix, enfin la concrétisation d'un rêve, enfin la reconnaissance du hip-hop africain? C'est vrai qu'en faisant cet album Boomerang, on s'était vraiment donné à fond. Et quand je dis donner à fond, c'est-à-dire qu'on a passé des nuits et des nuits de composition, de mix. On a dû, je me rappelle, on s'est retrouvé au studio avec des réalisateurs. Il y avait 2 réalisateurs qui étaient en France.
Quentin et Adams. Et je me rappelle, tu vois, le travail, comment c'était en studio, même les prises de voix, tu vois, les gens nous prenaient la tête. Et c'était un album aussi qui était vraiment... On voulait porter un coup au marché, surtout en Europe. Ouais. Je me rappelle, on avait fait des morceaux comme Number One, le morceau Boomerang qui est toujours jusqu'à présent un morceau qui est très, très apprécié. Il y avait cette envie-là de révolutionner, cette envie de, tu vois, d'aller au-delà. Parce qu'on avait quelque part une frustration par rapport au marché international, parce que quand on partait en France, souvent on nous disait, oui, les blédards, tu vois. C'est ce que les gars nous disaient. Des gens comme Booba même, on les croisait souvent, de grands rappeurs, de grands artistes qui disaient, ouais, tu vois, c'est les rappeurs du bled et tout, tu vois. On cherchait encore une place. Et donc, on a fait cet album-là avec hargne, tu vois. Et donc, ça se sentait, des collaborations avec Sergent Garcia, avec des musiciens de fou, tu vois. Et donc, c'était un album qu'on a fait aussi vraiment, voilà, avec passion. On ne s'attendait pas à gagner un prix, tu vois. C'était pas l'objectif. Mais pour nous, heureusement, il y a eu une rupture avec le label français BMG. Et c'est de là où un label anglais est venu et a récupéré l'album, Boomerang, et a ressorti l'album au niveau de beaucoup de pays. Brass Record. Voilà. Et donc ça a ouvert une porte. Et quand le gars nous a annoncé qu'on était nominé, il nous l'a dit d'une manière genre, oui, vous êtes nominé, mais vous n'avez pas une chance. Ouais. Parce qu'il y avait des Césaria Evora, Rokia Traoré, il y avait des artistes du monde, quoi. Ouais. Voilà quoi, des gros artistes. Ouais. Et donc on se disait oui, on est nominé, Ouais. oui, c'est bien, on est nominé, on est content. Mais voilà, mais c'est vrai que quand on nous a annoncé dans la salle qu'on était le numéro 1, bah c'était voilà quoi, ça a été l'apothéose. Voilà. Ouais. C'était l'apothéose et pourtant après ça, vous observez une pause. Pendant longtemps, les fans se regardaient en se disant mais ils sont où? Ils se cachent où? Ils sont où? Vous observez une pause et en 2010, vous revenez, mais vous revenez à 2. Vous étiez tout le temps à 3 sur scène. Oui. Vous revenez à 2 avec pas ce qu'on appelle un groupe, mais un projet. Oui. Un projet qui s'appelle le Daradi Family. Oui. C'est quoi ce projet-là? Ouais, je dirais que c'est une histoire d'amitié et puis c'est surtout reconsolider les talents alors qu'on venait de vivre une rupture. Et c'était une manière aussi de ne pas abandonner la musique. Comme je l'ai dit tantôt, c'était une période où j'étais allé en Mauritanie après la rupture avec Aladji pour voir si j'allais continuer la musique ou pas. Donc le Daradi Family m'a permis de savoir que je voulais continuer à faire la musique. J'ai appelé Nongo au téléphone, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais, tu vis de quoi? La réponse était vague. Et de mon côté aussi, la réponse était vague. On n'avait pas les moyens de continuer à exercer notre passion. Et on s'est appelé, on s'est décidé de trouver un nom et puis de continuer à faire de la musique. Et on a trouvé le Daradi Family et on a lancé le morceau Tomorrow. Et quelques années, 2 ans je pense, après, on a sorti l'album School of Life. Et pour nous, c'était important. On a chanté le morceau Tomorrow en disant Boulkhar le Def Defco parce qu'on parlait d'abord à nous-mêmes. Parce qu'on avait que la musique et on se disait arrêter la musique, ce serait vachement bête. Alors que c'est peut-être qu'on est fait pour ça, quoi. Donc c'est un projet pour moi de survie. Daradi Family, ça a d'abord été un projet de survie, un projet d'existence parce que la musique c'est tout ce qu'on a et ça nous a permis de revenir sur la scène et de continuer à exercer notre passion.
Et puis je rajouterais qu'il y a, enfin par rapport au projet même d'Aradi Family, c'est vrai que quand il m'a appelé, quelques temps après, on a aussi reçu un appel de Ousmane Faye, le manager d'Omar Pène, qui disait qu'il avait besoin de nous individuellement. En fait, il y avait des ateliers avec le festival Banlieue Ride. Il y avait plein de musiciens qui venaient de partout, des Manu Galo, des musiciens de jazz. Et donc, il y avait des ateliers à Guédiawaye où moi, j'étais avec quelques artistes. Lui aussi, on a fait des ateliers ensemble. Et on a dû rendre cet atelier-là au festival. Et après, on est parti, une quinzaine d'artistes, on est parti en Espagne. Donc, ça a été aussi un déclic. Le fait de vouloir travailler avec d'autres musiciens, tu vois, de se retrouver en studio et de rompre un peu avec l'ancienne formule qu'on avait et de repartir sur quelque chose de neuf. Et donc ce quelque chose de neuf là, c'était un 12 mai 2010, n'est-ce pas Fada Freddy, à un moment qui t'a marqué, cet album-là, Oui, School of Life, Bah ouais. c'est une date qui t'a marqué. Oui. Pourquoi? Parce que c'était ton retour, parce que tu n'étais pas sûr de revenir dans ce milieu musical-là. Oui. Et c'était important pour toi de faire un album, parce que cet album-là, c'est un album qui a été considéré comme un album hip-hop parfait, avec des sonorités extraordinaires, du funk, du jazz, de la soul, les sonorités traditionnelles. C'est vraiment un album qui a été considéré comme un album parfait. Bah, effectivement, c'est à cette année-là que j'ai décidé de ce que j'allais faire de ma carrière. Avant, j'ai laissé un peu tout le monde prendre soin de mes business, tout le monde, et j'étais assez naïf, je l'avoue. Et à partir du moment où on sortait School of Life, raison pour laquelle tu vois que je regarde d'en haut, c'est le moment où j'ai compris où je voulais emmener ma carrière et où je voulais aussi emmener mon groupe. Donc c'est un moment très 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 important parce que ça a été le déclic de tout ce que je fais même maintenant, à me dire que voilà, je suis musicien et je dois me rendre compte que la première ressource que j'ai, c'est moi-même. C'est l'écriture, c'est la créativité et que c'est comme une mine d'or en fait. La mine d'or, pour moi, chaque artiste est une mine d'or et que l'artiste n'a de valeur que lorsque son art est aussi un art de valeur. Donc c'est à cet instant-là que je me suis décidé à mieux m'investir sur l'apprentissage de la musique, l'apprentissage des techniques vocales, l'apprentissage de ce que je suis et puis essayer aussi de communier ma spiritualité avec la musique. Donc c'est le moment où j'ai décidé de regarder haut. Et voilà. Et aussi Family, c'était aussi l'époque où je me suis rendu compte que faire de la musique, c'est aussi être bien entouré, c'est avoir une famille. Et donc voilà, Ndongo était là et c'est le moment où j'ai compris comment je devais avancer. Oui. Une autre date qui t'a marqué, le 22 septembre 2012, moins gai que celle-là, malheureusement, le décès de ton père. Oui, c'était le décès de mon père et je devais faire ma première scène de Gospel Journey en première partie d'Imani. Et la veille, j'avais rêvé de mon père et tout, comme s'il m'annonçait qu'il allait partir, alors qu'il venait de me donner sa bénédiction pour que je fasse mon album solo. Et quand je me suis levé le lendemain, je voyais Imani qui me disait « Est-ce que tu gêneras le coup si tu veux, on annule le fait que tu joues. » Et j'ai regardé et je me suis dit non. Je lui ai dit non, aujourd'hui, je chante pour mon père. Et c'était très très important pour moi. Et j'avais encore la voix de mon père qui résonnait en moi, comme il avait dit quand Ndongo était là. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette phrase, c'est maintenant, c'est maintenant ou jamais. C'était la phrase de mon père et cette phrase me suit toujours. Et depuis ce jour-là, cette phrase m'accompagne et me fait surtout vivre l'instant présent, en savoir que dans le temps, nous avons de cadeaux, nous avons de bénédictions que lorsque nous sommes dans le moment présent et que nous le vivons pleinement. Voilà, c'était une révélation pour moi. Ouais. Une autre date très importante, le 26 mai 2016. Oui, 26 mai 2016. Je pense que même Dakar a vibré avec toi, Zénith. Franchement, j'en vibre toujours. Hein, et puis voilà, c'était Fada Freddy au Zénith de Paris, avec deux invités de marque, Kerry James, avec qui d'ailleurs j'ai fait une collaboration dans son dernier album. Et puis mon meilleur ami, qui était venu comme toujours me soutenir. Always. Et puis voilà, le Sénégal était à l'honneur. Et puis de voir que
toutes les classes sociales, toutes les couleurs étaient mélangées. Toute l'humanité était là au nom de l'amour. Oui. Et pour moi, c'était un succès. Parce que j'imaginais pas que Fada Freddy ferait un zénith. J'imaginais, oui, Daradi Family dans un zénith. Mais Fada Freddy, je l'avoue que personnellement, ça a été un grand déclic. Depuis, la révélation a été que je m'attelle tous les jours à voir le cheminement pour que les artistes, que ce soit les rappeurs ou d'autres, se produisent au Zénith ou dans des salles encore plus grandes. Parce que voilà, je pense que nous avons assez de talent ici pour explorer d'autres marchés et puis nous faire valoir sur la scène internationale. Ouais. Nongo, 1995, Oui. au lycée de la Fosse, Oui. un concours inter-école Oui, que vous oui, remportez, oui. scène or. Oui, c'est Nord parce que c'est un moment aussi, c'était un déclic aussi. Parce que c'était le premier concours. Parce que c'est vrai qu'avant, on faisait des spectacles, on allait, en fait, on squattait, même dans les fourrés là, pour les gens qui s'en rappellent. Il y avait effectivement des spectacles dans les lycées. Et en ce temps-là, c'est vrai que ces spectacles-là, c'était entre guillemets de l'entraînement. Oui. C'était des moments où il fallait briller juste parce qu'il y avait d'autres groupes à côté, machin, tu vois, c'était juste, on arrivait, on voulait marquer le coup. On avait même bossé avec d'autres artistes comme Gofu, comme Askia, qui est maintenant, c'est un peintre maintenant. Et avec ces gens-là, on a essayé on a répété ensemble, on a essayé des choses. Et c'est vrai que Saint-Or, c'était le moment où il fallait représenter l'école de la Fosse en concours avec d'autres lycées, comme Blaise Diagne, comme je me rappelle même Bidé Boubès. Il représentait une école, je ne me rappelle plus. Mais on a dû croiser pas mal d'artistes et donc il fallait représenter le blason de la Fosse. Et voilà, finalement, on a gagné. Et vous l'avez remporté. Et c'était aussi la première fois que le daron, le papa de Fada, Ouais, mon père. il voyait que je faisais de la musique, de la musique cachée. Ouais, donc, très symbolique. c'était une date importante. Oui. Ça nous a beaucoup marqué. Voilà, c'était nos premiers pas sur la scène, quoi. Tout comme Fada, une date moins gaie, 3 décembre 2007. Ouais. El Niño. Ouais. The Master. Ouais. Ça, c'est le mentor, je l'appelle le mentor parce que au début, on utilisait de l'acapella, tu vois, on était un peu à la recherche de son. Et il a été le premier à nous mettre sur la voie. Et c'était quelqu'un de très convivial, de très accueillant. Tu vois, il était impressionnant parce que, bon, en ce temps, il y avait des matinées. Les matinées, on n'avait pas encore l'âge de rentrer en club, en boîte. Donc, une fois, on s'est pointé, lui et moi, devant la boîte Métropolis, actuelle Café de Rome. Oui. Et on a eu du mal à rentrer dans le club parce que, tu vois, on voulait chanter, on ne savait même pas comment ça marchait et tout. Et on avait retrouvé Yu Diagne, Feu Yu Diagne d'ailleurs, Feu Yu Diagne devant la porte. Il dit, ah ouais, vous voulez chanter et tout, faites-moi un acapella. Et donc ça a été un peu notre droit d'entrée, l'acapella. Et par la suite, de fil en aiguille, on a vu qu'il y avait des DJ. Et c'est Maktar qui a été le premier à nous donner la main. Quoi. DJ Maktar, toujours le sourire aux lèvres. Voilà, toujours. Et à partir de même en parlant de sourire, je me rappelle le jour où, après sa mort, quand je suis allé à la morgue, il était couché. Je l'ai regardé, il avait le sourire aux lèvres. Tout à fait. Et ça m'a fait sourire. C'était incroyable. Didier Maktar. May his soul rest in peace, comme on dit. Une troisième date pour toi, mais une date beaucoup plus gaie, et gaie pour des millions et des millions de fans à travers le monde. C'était il y a quelques mois de ça, le 7 mai 2016, Foundation. Ouais, Foundation, c'est... Parce que bon, c'est vrai que c'est une continuité de School of Life, mais c'est aussi un album... je dis souvent que c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ dans la mesure où ça symbolise tout le... Enfin, c'est une symbolique, tu vois, par rapport à notre engagement. Et cet engagement-là, c'est
c'est à côté de l'humain. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le monde, les humains sont consumés dans tout ce qui est matériel, tu vois, dans tout ce qui est vivant, ils sont broyés dans les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un album qui vient un peu voilà, se mettre sur la balance. Quand on parle de tant que l'Oranok, Bakenbad, Gaming, on parle directement à cet humain-là, on parle au sens, à l'humanisme, des morceaux comme Nank qui sensibilisent un peu sur les dangers de la route, des morceaux comme Call My Name qui font un appel, tu vois, à l'essence même de l'amitié. Donc c'est un album qui nous a marqué parce qu'on a fait le lancement il n'y a pas longtemps et je sens qu'il y aura une durée de vie, même si on est sur d'autres projets. Oui. Mais je pense qu'on a fait ça vraiment avec le cœur. Avec le cœur. Et voilà quoi, moi je suis très, très content que le public l'accueille. Oui. Et qu'aujourd'hui les gens nous supportent un peu partout quoi. Oui. Et surtout la pochette aussi parce que... Et c'est drôle, la pochette, j'allais en parler d'ailleurs. Vous êtes avec des livres, entouré de livres. On est allé dans une bibliothèque aujourd'hui acheter des livres aussi. Voilà. Et surtout, on a bossé avec une artiste, une jumelle à nous. Hein. On a l'habitude de l'appeler notre jumelle, c'est Célie Rabican. Donc, et puis c'est arrivé au moment où on a fait un grand show l'année dernière au Grand Théâtre. Un show qui était intitulé Back to the Future Present. Et donc, on avait réalisé cette pochette-là. Et d'ailleurs, plein de gens sont passés à côté parce qu'on a fait des installations au Grand Théâtre. Et il y avait la pochette qui était à côté. Tout à fait. Donc, avec tous les éléments qui sont sur la pochette. Donc, cette pochette-là aussi, ça regroupe un peu tout le parcours et aussi cette envie-là qu'on a de transmettre un peu notre côté éducatif aux enfants, à notre public, tu vois, qui sachent que voilà, c'est Kham Dal Doudoy. Voilà. L'écriture a toujours été très présent dans vos albums. Ça a toujours tenu une place très importante dans tout ce que vous faites, et ça depuis vos débuts. Est-ce que pour vous, prêcher la bonne parole et véhiculer le bon message à travers votre musique, c'est le combat en fait de toute une vie? C'est un choix surtout parce que on sait que de nos jours, plus on est vulgaire et plus ça attire l'attention. Et plus ça fait le buzz, sauf qu'on n'a pas envie de faire le buzz comme ça. Donc nous faisons tout pour rester fidèles à notre concept d'école de la vie. Et parce que justement, on pense qu'il faut qu'il y ait un mouvement de résistance par rapport à la vague qui vient dans l'industrie pour changer les esprits. Et puis encourager, entre guillemets, un peu la médiocrité, comme si la musique devait être quelque chose qui n'est plus de grâce, quelque chose de machinal, quelque chose de super calculé, où l'émotion meurt et où aussi la créativité meurt. On a vraiment envie de nous constituer en force de résistance par rapport à toute cette vulgarité et toute cette violence aussi. Encouragé par quelque peu les médias qui est quand même dans les clips vidéo et dans les lyrics de certains rappeurs. Fada, je crois que c'est toi qui disais lors d'une interview, on ne fait plus de hip-hop, on est hip-hop. Oui, nous sommes, c'est comme ce que nous consommons. Nous sommes ce que nous consommons et on est hip-hop quand on aime le hip-hop et qu'on le défend. On est hip-hop quand on contribue au hip-hop et quand on se nourrit de hip-hop et qu'on essaie de nourrir le hip-hop. Et on est rappeur, ça ne veut pas dire qu'on est MC. Parce que rappeur, c'est avoir le rythme et quelques paroles. Le MC, en plus d'être un rappeur, peut aussi communiquer avec la masse. Et vu qu'avant, les premiers, parce que c'était le MC qui est venu avant le rappeur. Le MCing est venu du fait que c'est ce qu'on appelle Masters of Ceremony, parce qu'ils animaient les cérémonies, ils animaient les block parties et autres. Quand on mettait des CD, des disques de James Brown et autres, et qu'on le mettait en boucle, c'était eux qui se chargeaient d'encourager les gens et même en même temps de leur faire passer le message de la communauté.
Donc, la raison pour laquelle les premiers rappeurs comme Grandmaster Flash, The Zulu Nation, Africa Bambaataa, ils sont venus avec un vrai message. D'ailleurs, le premier morceau de rap que j'ai écouté, c'était The Message. Et donc, le message a toujours été au cœur du rap au départ. Après, ils sont venus les Two Live Crew, qui aujourd'hui ont encouragé tout ce qu'ils font un peu la musique avec tout ce qui est sex appeal et tout ça. Mais quand on se retourne vers la base, je vais juste répéter ce que KRS-One avait dit, que la musique, le rap, c'est quelque part de l'entertainment. Entertainment, c'est la formation de deux mots, education and entertainment. Ça veut dire qu'il y a toujours de l'éducation. Et si nous, on a commencé à faire ce qu'on fait sur cette base-là, donc oui, nous ne faisons pas le hip-hop aujourd'hui, nous le sommes. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. L'album Gospel Journey qui cartonne en Europe, bientôt des dates aux États-Unis. Le EP de Nango, Follow, qui a une configuration moderne, arrive. Quelques temps après, il y aura l'album The Voice of Coach Barma, qui sera un album traditionnel. Moi, maintenant, j'ai envie de revenir sur cette question qu'on vous pose tout le temps. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, je sais que vous vous soutenez mutuellement, vous vous soutenez énormément, mais quand tes projets sortiront, qui continuera sa tournée pour Gospel Journey, que toi, tu devras être sur les routes pour The Voice of Coach Barma, tu ne penses pas qu'il y aura une rupture, que ce Daradi Family-là, ce projet-là, en tout cas, même s'il n'y a pas rupture, qui sera en stand-by pendant un peu trop longtemps? Je pense que la question elle est déjà réglée parce qu'au moment où il y avait Gospel Journey, on n'a pas décroché sur le projet de Daradi Family. Et disons que, en fait, c'est vrai que les projets solo sont importants, mais on ne mettra pas une priorité moindre sur le projet de Daradi Family. C'est juste de l'organisation et je pense que vous pouvez je vais vous rassurer parce que de toute façon tous ces projets sont liés. Tu vois, aujourd'hui Fada travaille sur mon projet, je travaille sur son projet, même si c'est indirectement ou directement, tous ces projets sont liés, c'est juste une continuité. Comme j'avais donné un peu une explication à quelqu'un en lui disant que vous avez un champ, vous n'allez pas cultiver de l'arachide pendant 50 ans. À un moment donné, il faut aussi essayer d'autres choses, essayer du mil, du maïs, etc. Et c'est comme ça en fait que nous fonctionnons. Et seul Dieu sait, mais en tout cas, c'est la diversification, voilà. Et puis les activités. Et puis il faut savoir aussi que nous avons déjà le concept de notre prochain album. On en a déjà parlé et on est tombé d'accord sur le truc. Moi, je m'attelle déjà à faire les compositions déjà, donc ça arrivera quand ce sera le moment. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est le plaisir qu'on a aussi à soutenir sur les différents projets parce que c'est comme des nouveaux bébés. Un nouveau bébé, il faut qu'on en parle. Je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit en mandarin. Vous chantez en chinois. Oui. C'est-à-dire que les Sénégalais vont bientôt vous découvrir sur un titre où vous chantez en chinois, Ramata. bile mbëggeel damm sa laaf ngay jooy ni picc ramatu xola ngi jooy di lay defal gis ramata aje bu jaaw tomi jëlë tu chaxan jëfa mi xëccum yaaw sonde cënd coup de laare. Comment vous avez fait ça? Vous parlez chinois? Vous ne m'aviez jamais dit que vous parliez chinois. Moi, je connais à peine juste les mots ni hao. Ni hao, c'est tout. Et puis, bon, j'ai fait un peu de kung fu avec Maître Doudou, des chang chite, li hete, wai paite, tout ça. Donc, on connaît ce. Comment vous avez fait pour chanter du chinois, du mandarin? C'est le chinois qui est venu à nous. Disons que c'est un producteur qui a son label qui s'appelle Soulway, qui est venu vers nous. Et donc, il y a un projet qui a eu une idée d'exporter la musique africaine en Asie. Ouais. Donc, l'histoire, c'est une très belle histoire. Ça a commencé comme ça.
c'est aussi quelqu'un qui est tombé amoureux du Sénégal et d'une Sénégalaise. Donc, d'où le titre Ramata, un titre qui parle d'amour. Mais surtout, bon, il nous a coachés en studio parce que je pourrais jamais prétendre parler mandarin ou, tu vois, mais disons que ça a été une belle expérience et on a fait un titre, un mélange de mandarin, de wolof, d'anglais. Et donc, ça a donné un titre Ramata. Le marché chinois est un marché très 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 difficile. Ouais, Est-ce que donc ça, c'est vraiment un challenge pour vous? Oui, c'est un grand challenge. Et puis à savoir que c'est aussi une manière pour nous de cultiver une sorte de diplomatie sino-sénégalaise, mais aussi d'ouvrir des brèches dans un marché très très important. Ils sont plus d'1 milliard, donc pour nous en termes de chiffres aussi c'est important. En termes de public c'est aussi très très important. Donc on espère ouvrir d'autres horizons pour la culture sénégalaise. Comment est-ce que vous avez fait pendant 20 ans pour que votre musique touche tous les âges? C'est quoi le secret? Disons qu'on a une musique qui a traversé le temps. Et peut-être que, bon, Fada, je pense qu'il a beaucoup fait les compositions. Parce que, bon, hier même, on était en train de discuter avec des amis, ça parlait de mode, de gamme. Tu vois, je pense que la musique est arrivée à un stade où ce n'est plus juste faire une musique commerciale, une musique de tendance. Je pense que ça va au-delà de ça. Et on essaie à chaque fois aussi de nous projeter dans le futur et de ne pas juste faire une musique du présent. Mais aussi, je dirais que c'est connecté au vécu, à notre vécu. Et notre vécu aussi est connecté au vécu de tout le monde, de tous les qu'on soit chinois, africain, qu'on ait 100 ans ou 2 ans. Notre musique a toujours cette fraîcheur-là qui parle à toutes ces âmes-là, quoi. Donc, même la dernière fois, il y a un Français qui me disait que, enfin, c'est un Français qui aime le Sénégal et qui est marié à une Sénégalaise qui me disait que j'ai essayé d'apprendre à mes enfants le corps humain. Il avait essayé, ça ne marchait pas. Et quand on a sorti le Tank Lochonop, il me dit, j'ai fait écouter et le message est passé, quoi. Donc tout de suite, ils ont su que, ok, Tank Lochonop, Bakenbad, Bud Gaming, et puis le message était passé. Donc c'est toujours des messages intemporels. C'est ça qui fait un peu le charme de nos albums. Vous remontez dans School of Life, Tamboy, tu vois, Bayon, Tomorrow, etc. Et tout récemment, cet album-là, Foundation, qui a aussi des titres qui sont très, très, très marquants. Donc on touche du bois et le travail continue, hein. Je pense que voilà, on espère qu'on fera encore des choses qui vont rester pendant longtemps. Inch'Allah. Du premier album d'Araji au tout dernier, Foundation, quel est le morceau qui vous a le plus marqué et pourquoi? C'est très très difficile. C'est difficile, je tente le titre Bayon. Je tente le titre Bayon. Ouais. Sinon dans le dernier, il y a Sénégal. Voilà, c'est... Ouais. Mais Bayon, je pense que ça... Ouais. Oui. Moi, c'est... Oui, c'est difficile, hein, mais je pense que pour la représentativité, pour la valeur lyricale et de la composition que comporte le morceau, oui, je mettrai un petit drapeau sur Bayon. Jikko yu rafet ji ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu moomu toon dëgg xam sa bopp gën ñu wax la ki nga doon africain et fier de ce que nous sommes. Ça, c'était difficile. Bon, l'album, votre album préféré? Moi, je dirais Foundation, parce que Foundation est à cheval entre ce que j'ai fait avant et la musique un peu futuristique avec des morceaux comme Revolution. Et
des morceaux comme Tank Lochonop m'emmènent aussi à mon passé, alors que la musique un peu électro de Revolution m'emmène dans le futur. Donc je pense que mon coup de cœur reste Foundation. Nongo? Foundation aussi. Foundation. Avec un morceau sur la femme qui est l'édifice de la création. Oui, donc, oui. Foundation. j'adore. All right, on vote pour Foundation alors. Dans 100 ans, Inch'Allah, quand vous ne serez plus là, qu'est-ce que vous voulez laisser comme héritage à vos enfants, à vos petits-enfants, aux générations futures? L'éthique, les valeurs. Les valeurs. Je pense que dans 100 ans, voilà, ce qu'on aimerait que les gens se rappellent de nous, c'est ça. C'est parce que bon, ça a tendance à disparaître. Nous, dans notre démarche, je pense que ça a été toujours important. Et ça va être la vraie, l'une des qualités qui vont aider un peu les gens. Après, dans 100 ans, je ne sais pas, hein, j'imagine, je ne sais pas comment ça va être. J'imagine que les gens vont être à 500 à l'heure. Exactement. Mais qui vont se rappeler, ah, il y avait Daradia, tu vois, ils ont parlé de Khet, de Tank Lochonop, alors on écoute pour savoir, tu vois, c'est, voilà, c'est, ouais, je dirais, ouais, comme les Wolof di wax, mbaax daal mooy lépp, yoonu njub. Voilà. Fada? Oui, dans 100 ans, tout ce qu'on aura à laisser, ce sont des moments comme ça, qui sont filmés, les CD que nous avons fait. C'est la raison pour laquelle nous faisons attention à ce que nous faisons, parce que c'est l'héritage qu'on est en train de léguer aux générations futures. Et à savoir aussi que les artistes sont les bibliothèques culturelles de civilisation. Donc nous sommes en train de... Pour moi, tout ce qu'on fait aujourd'hui sur le plan culturel appartient à la mémoire, donc à la bibliothèque culturelle d'un peuple. D'où faire attention. Donc ce sera nous atteler pour faire encore des albums avec le sens de l'éthique et de la droiture, pour que les générations à venir viennent et sachent qu'il n'y a pas comme valeur l'argent et qu'il est important de garder son âme, de le sauver quand on est musicien. On va terminer avec le portrait chinois. On ne réfléchit pas. Je pose la question, l'un répond, ensuite l'autre répond. Si vous étiez un livre... Afrotopia. De Felwine Sarr. Moi, je serais l'alchimiste de Paulo Coelho. Si vous étiez une chanson. Si j'étais une chanson, je serais le zikr de La ilaha illallah de Babacar Thiam. Nango? Tank Lochonop, Pakenbat, Gaming. Si vous étiez un pays. Ah, c'est le Sénégal. Ah, le Sénégal. Le Sénégal. Oui. Si vous étiez un instrument de musique. Oh, si j'étais un instrument, je serais une guitare avec une guitare récupérée, comme les guitares qu'on faisait quand on était petit, avec les pots d'huile. D'ailleurs, j'en ai une à la maison. Ouais. Nango? Ou une batterie. Si vous étiez une langue. Si j'étais une langue, je serais le chinois. Nango? Le Wolof. Si vous étiez un métier. La musique, c'est sûr. Pour moi. Un métier, médecin. Si vous étiez une couleur. Je serais la couleur blanche. Vert. Si vous étiez un héros de la lutte pour les droits humains. Je serais Mandela. Ah ouais. Mandela aussi. Je pense pour Luther King aussi. Ouais. Je dirais. Si vous n'étiez pas artiste. Je serais cultivateur. Aussi. Cultivateur Ouais. aussi. Oui. Cultivateur. L'école de la vie, pour vous, c'est simplement réussir par le travail tout en gardant ses valeurs? Absolument. Que ça. Ben, on vous souhaite de continuer à garder vos valeurs. Merci beaucoup. Merci Fada et Merci Nango. beaucoup. Life Stories. Bismillah ngi tàmbale ci baay tamu ba ca suuf nee na baay picc yaa ngi sab di wéy ci baay dëgg giri suñu dënn yi de baay xar suñu dënn yi def ci wóot seel ñu ci géej ci gën a wóot jàngalekat bu mag bi baay la docteur xolu mi
yi de bàyyi Cheikh Mamadou sama bàyyi gis nga suñu yoon yi de bàyyi gis nga suñu loxo yi de bàyyi gis nga suñu bët yi